là, c'était de parler du travail extrêmement important de la Quadrature. On en a parlé effectivement, nous beaucoup, on en a parlé depuis hier soir. L'idée c'est, voilà, toi tu peux vraiment nous expliquer ce que vous faites exactement et ce que vous avez, les projets que vous avez, en tout cas les gros dossiers que vous avez. Voilà. Donc l'association, elle a commencé quand? Alors au début, ça a commencé, c'était pas une association, c'était juste un collectif. Ça a commencé en 2008 en fait. Donc c'est un ensemble de personnes. Il y avait des gens comme Jérémy Zimmerman, que sûrement vous avez déjà dû voir, Philippe Aigrin, Benjamin Sontag, Benjamin Bayard. C'est des gens qui étaient impliqués dans Internet et qui étaient engagés autour des questions de la défense des libertés. Mais l'élément déclencheur à la base, ça a été la loi Hadopi en fait. C'est quand il y a eu tout le débat sur la loi Hadopi, la Quadrature s'est montée pour essayer de défendre un autre point de vue. Et donc la base des actions, c'était autour des questions de droit d'auteur et pour la défense du partage sur Internet et pousser des solutions pour légaliser le partage. Donc pendant tout le débat sur la loi Hadopi, la Quadrature a fait des contre-propositions, a animé le débat, a fait en sorte que, vous vous rappelez, c'était voilà, pour militer contre la coupure d'accès à Internet aussi, qui était dans la loi. Et quand la loi a été votée, la Quadrature a aussi poussé les députés à saisir le Conseil constitutionnel pour qu'en fait la coupure d'Internet sans juge soit censurée. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et le Conseil constitutionnel a déclaré que l'accès à Internet était une liberté fondamentale, un droit fondamental, et qu'on ne pouvait pas le couper à quelqu'un sans qu'il y ait le juge qui se prononce. Et donc ça a fait tomber toute une partie de la loi Hadopi qui était vraiment la plus contestable, quoi. Donc une partie donc, de vos objectifs, on va dire, consiste à... Naya, juste, Ouais. excuse-moi. Du coup, là, je pense que je peux laisser Lionel tout seul, non? Bah écoute, c'est comme vous voulez. A priori, parce que bah, du coup, moi, je peux en profiter pour laisser un peu l'antenne et aller manger aussi. Ok, Enfin, à moins qu'il y ait besoin de moi, je sais pas. Hein, mais c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. D'accord. L'idée, c'est vraiment de présenter la Quadrature. Puis après, bah, si on parle des droits, c'est pas mal aussi. Mais pour l'instant, on s'était déjà donné ça comme objectif. Bah, sinon, de toute façon, je peux peut-être aller me faire un petit truc à manger déjà Ouais, trop bien. et revenir si jamais il faut, Il n'y a pas de si problème. jamais vous avez besoin. Ok. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup de m'avoir invité et puis Merci bon d'avoir courage été. pour la suite des événements. Ouais, et puis on parlera tout ça. Si tu venais au GF IRL, ça serait bien. Ah, avec plaisir, avec grand plaisir. On reconstitue comme ça la bande et autour d'un verre et au soleil dans le parc du château, c'est cool aussi. D'accord. Bah, avec plaisir, vraiment. Ok, Allez, chouette. à une prochaine fois. Bonne app. Salut! Salut. Donc voilà, je sais pas comment on peut dire, objectif, c'est d'être des interlocuteurs du gouvernement. Alors, pas tellement. En fait, nous, notre but, si tu veux, on dit souvent que on est devenu une association depuis maintenant 2 ans, parce qu'on avait besoin de se structurer. Nous, notre objectif, c'est d'être une boîte à outils citoyenne. Donc en gros, on n'est pas là pour représenter les internautes, hein. On ne pense pas avoir un point de vue qui représente ce que pensent les gens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'analyse de textes de loi, de traités internationaux, de directives européennes. C'est des choses qui peuvent être assez compliquées. On essaie de faire une analyse pour faire en sorte que ce soit plus facilement compréhensible par les citoyens lambda qui n'ont pas forcément le temps voilà, de s'investir beaucoup dans ces sujets, de leur donner des arguments et de leur donner des moyens d'agir pour que eux, ils pèsent directement dans les décisions. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est il y a 2 ans, il y a eu un accord international qui s'appelait ACTA, qui était un accord sur la contrefaçon, en fait, sur la violation du droit d'auteur, qui était négocié entre l'Union européenne et les États-Unis et d'autres pays aussi, et qui était, il y avait dedans, en fait, c'est un accord secret, en fait, un accord commercial, et il y avait des dispositions très très inquiétantes où au nom de la lutte contre la contrefaçon, donc les infractions au droit d'auteur, on mettait en place des sanctions sur les grands sites internet type Google, YouTube, Facebook, Ouais. voilà, toutes les grandes plateformes. Notre communauté s'est pas mal mobilisée Ouais, ouais. contre l'ACTA, notamment les youtubeurs que vous connaissez bien. Par exemple, il y a une vidéo qui a été faite avec les greniers, avec
avec Bob, je crois qu'il y avait Mathieu Sommet aussi dedans, enfin je me rappelle plus exactement, mais en tout cas tous les grands noms de youtubeurs ont fait une vidéo contre l'ACTA, donc on s'est vraiment, enfin notre communauté s'est vraiment bougé contre ça. Ouais, je me souviens de la vidéo, c'était une super vidéo. Ouais. Et du coup, en fait, nous, là, à ce moment-là, c'est pas nous qui avons directement agi, mais par contre, on a donné des arguments et des moyens aux personnes pour qu'elles agissent sur le Parlement européen. Et ça a pesé, et c'est ce qui a permis, en fait, que le Parlement européen rejette l'accord ACTA. C'était historique, hein, c'était jamais arrivé que sous la pression citoyenne, le Parlement européen rejette un accord commercial avec les États-Unis, c'était extrêmement important, et le Parlement européen l'a fait, et c'est vraiment les internautes eux-mêmes qui ont remporté cette victoire. Donc nous, on n'est pas tellement là pour faire les choses par nous-mêmes, quoi, si tu veux, mais pour donner les moyens aux internautes de prendre en charge eux-mêmes la défense de leur liberté. Quoi. D'accord, donc vous êtes par exemple des traqueurs de petites lignes, Ouais, tout à entre fait, de ouais, grosses lignes, tout à fait, ouais. et Ouais. de faire des synthèses. Voilà, tout à fait, Donc, de faire des synthèses, des analyses. Donc c'est pour ça que bon, à la base c'était un collectif, donc on faisait ça de manière informelle. Et depuis 2 ans, donc on s'est monté en association. Et là, du coup, on a 4 permanents. Donc on a des personnes qui travaillent à temps plein sur le sujet. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace sur le suivi, la veille et les relations aussi avec donc soit les parlementaires au niveau français, soit au niveau européen, parce que c'est vraiment beaucoup là que ça se joue aussi, hein, au niveau de l'Europe. Pour tout ce qui est Internet, il y a des directives européennes en fait qui encadrent tout, quoi. Et en plus, j'imagine qu'il y a aussi un gros travail à faire pour que tous ces politiques qui ne sont pas forcément habitués à Internet comprennent exactement de quoi il s'agit. Oui, oui, il y a un gros travail à faire au niveau des politiques, des parlementaires. Disons que on est dans des systèmes où les parlementaires, ils ont l'habitude de voter les textes que leur présentent les gouvernements. En gros, quoi, ils n'ont pas forcément une marge de manœuvre énorme. Et pour faire en sorte qu'ils s'opposent à des textes, il faut vraiment qu'ils sentent qu'ils ont une pression de la part des citoyens. Tant qu'il n'y a pas cet effet pression, il n'y a pas d'espoir à avoir. Ils votent dans le sens où les gouvernements les poussent, quoi. Oui, Donc puis, effectivement, il y a vraiment un travail de sensibilisation fort à faire. oui, Et parce sur que les sujets Internet, c'est pas forcément les sujets sur lesquels ils sont le plus pointus, c'est sûr. là, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a, je sais pas, 5-6 ans, Internet, pour certains, ça consistait à aller lire leur mail, à éteindre l'ordi et puis éventuellement refaire un coup le soir. Et ils ne voyaient pas la portée peut-être du texte qui était en train d'être prévu au vote. Oui, oui, il y a aussi une tendance à voir Internet uniquement sous l'angle économique, sous l'angle de Ouais. l'économie numérique, des choses comme ça. Mais les aspects vraiment bénéfices pour la liberté d'expression, pour la création, nous on appelle ça l'encapacitation citoyenne, c'est-à-dire le fait de donner la capacité aux individus à agir par eux-mêmes. Ça, c'est pas forcément quelque chose auquel les politiques sont très sensibles, voire même hostiles. Hein, nous ne nous cachons pas. C'est pas forcément quelque chose qu'ils voient d'un très bon œil, quoi. Parce que c'est une perte de contrôle pour eux qui est importante, quoi. Ah bah oui, ça c'est effectivement Internet, Et, mais de toute façon facteur de débordement des le changement institutions est inéluctable. ouais. Ce pouvoir-là, il faut falloir qu'il le gère autrement parce que c'est fini. Mais c'est un vrai pouvoir, hein. Maintenant, on a vu à plusieurs reprises que c'était un vrai pouvoir qui a une vraie portée quand les citoyens arrivent à s'organiser. Alors c'est sûr que c'est facile à faire dans des moments de crise, quand il y a vraiment une urgence à arrêter. Là, c'est possible de s'organiser. C'est plus difficile de s'organiser pour porter des réformes, pour essayer de faire changer les lois dans un sens positif. Là, ça reste encore un peu plus difficile. Mais c'est l'objectif aussi. Je vais passer un mot à la régie. Est-ce qu'on a un problème de son qui est trop fort de votre côté? Merci. Voilà, hop, j'ai passé le mot parce que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, et c'est marrant, c'est marrant. Le monde Internet, c'est aussi un monde qui dit mais ça sert plus à rien de voter. Donc en fait, c'est compliqué. En fait, vous essayez du coup d'être un pont entre les deux, de faire fonctionner des outils démocratiques auxquels il y a plein de gens qui ne croient plus. Oui, alors disons que c'est un peu paradoxal et à la fois oui et non parce que
Disons que bon, le dire que ça sert plus à rien de voter, ça traduit voilà une sorte de désillusion vis-à-vis des politiques. Seulement, c'est quand même eux qui sont encore aux manettes pour voter les textes de loi qui nous impactent tous les jours, quoi. Ah puis la démocratie, Voilà. il n'y a pas le choix, on a la Donc chance d'en avoir une. l'alternative, on a du mal à la voir venir, hein, c'est Oui. sûr, sur voilà les politiques concrètes. Par contre, quand ils sont en place, c'est quand même eux qui sont aux manettes et qui peuvent faire des choses assez désastreuses, quoi, des Oui, choses vraiment tout à fait. nocives. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'en désintéresser, quoi, parce que si on les laisse complètement faire, il faut voir que le terrain, il va être occupé par d'autres, hein. Voilà. Les politiques, ils sont soumis constamment à des grosses pressions en fait de lobbies. Alors ça peut être les lobbies du droit d'auteur, ça peut être les lobbies des télécommunications sur d'autres sujets type neutralité du net par exemple, où on travaille. Ça peut être des gros opérateurs comme Facebook, Google et d'autres sur les sujets sur les données personnelles. Ça va être aussi des lobbies de la sécurité sur les questions de terrorisme ou les questions de surveillance de l'internet. Donc si on laisse, si on n'investit pas le terrain il est investi par d'autres. Et ça va toujours dans le même sens, quoi. Donc il y a une vraie nécessité, même si on ne croit pas aux alternatives politiques, à pas se désintéresser complètement des questions politiques parce que sinon elles vont nous rattraper, quoi. Disons que quand on a un moyen de locomotion, c'est la démocratie, même si le bateau prend l'eau, pour l'instant c'est ça ou à pied. Et, donc voilà, il faut travailler à l'améliorer, non pas, pas à s'engager sur des voies qui consistent à la supprimer. Par contre, la Quadrature du Net, on n'est pas du tout un parti politique. Oui, bien sûr. Et on n'est pas du tout dans une démarche partisane, hein. C'est-à-dire que nous, on travaille avec tous les partis politiques. Et sur les questions Internet, d'ailleurs, c'est assez significatif de voir que la distinction gauche-droite fonctionne assez mal, quoi. C'est-à-dire, sur certains sujets, on peut très bien parfois être soutenu par des députés de droite et parfois par des députés de gauche. C'est pas du tout polarisé comme d'autres sujets, quoi. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir travailler de manière neutre, quoi. Et donc concrètement, donc au quotidien, votre travail, hormis un travail de débroussaillage et je dirais de vulgarisation et de mise en place d'outils qui permettent de comprendre mieux, ou de synthèse, j'imagine aussi. Est-ce que vous travaillez aussi à étudier les choses qui sont en cours? En fait, là, ma question, c'est pas une vraie question, parce que je sais que du coup, vous travaillez sur le rapport Lescure. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire au jour le jour, pas une fois que c'est fait, pas une fois que le dossier, tout est présenté. C'est-à-dire vous lisez tout ce qu'il y a, tout ce qui peut passer entre vos mains et qui est public. Du coup, vous travaillez dessus tout de suite. Il y a aussi, c'est pas qu'un travail de fond éventuellement, mais les questions pourraient laisser supposer, mais c'est une réactivité, très forte. Alors il y a les deux en effet, parce que les deux sont importants, quoi. C'est-à-dire de suivre l'actualité et de réagir chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution qui implique qu'il y ait une prise de position. Donc pour ça, en fait, on a un site internet, donc le site de la Quadrature, et on publie des communiqués de presse. Quand des points ou des annonces le nécessitent, on fait un communiqué de presse et qui exprime notre position et on l'envoie à la presse pour qu'elle puisse avoir un point de vue sur le sujet. Et en parallèle de ça, il y a un travail de suivi dans le long terme des dossiers. Et ça, je pense que c'est un peu le plus qu'on peut apporter par rapport à des associations, par exemple, qui ont pas de permanent ou des choses comme ça. C'est-à-dire que comme on a des permanents alors, nos permanents n'existent que grâce aux dons des internautes. Et pour ça, on remercie tous les internautes. C'est ce qui nous permet d'avoir, de rendre ce service-là. Ce qui s'est passé, puisque tu l'abordes, mais en fait, voilà, comme c'est des gens qui font bien attention à être autonomes, etc., effectivement, ils ne sont pas financés par un organisme ou un autre, a fortiori, subvention d'État, pas forcément non plus. Non, on n'a pas de subvention. Et donc, ils ont eu besoin d'argent parce que c'est comme nous, il faut payer des trucs, un état de choses, c'est pas gratos, pas que nous, et notamment les salaires, parce que les permanents, on ne peut pas toujours non plus être bénévole et il est très important que certaines personnes ne le soient pas. C'est vraiment très très important. Et donc ils sont arrivés avec un gros trou dans la caisse et au mois d'octobre ils ont dit s'il vous plaît vous voulez bien nous donner des sous, mais comme ils sont vachement humbles et complètement en train de bosser, tout le monde a zappé, l'a pas vu.
Et tout le monde ne comprend pas forcément l'importance. Alors c'est vrai que Lionel va parler avec des mots très modérés. Moi qui le suis moins, je dirais que c'est vraiment des combattants du quotidien qui sont bien plus efficaces que des combattants de l'événementiel, on va dire, qui arrivent, qui font des, voilà, avec le super costume. Et au final, ce qui est vachement important, un héros, c'est un héros du quotidien. Bon, pour nous, les gens de la Croix Nature, c'est des héros. Et donc, comme des héros du quotidien, ils sont aussi vachement humbles. Et ils l'ont dit, mais s'il vous plaît, on a besoin de ça. Et voilà. Et ils n'ont pas été tapés partout en disant, ouais, machin. Enfin, je sais pas, tu mets quelqu'un, même comme Jeff, ouais, c'est dégueulasse, ils n'ont pas de pognon. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Et à un moment, je sais plus, c'était juste avant Noël, où le président a dit, j'en ai marre, j'arrête, on peut plus. Et là, ce qui était incroyable, c'est qu'on s'est tous bougé le cul et on s'est mis à avoir vachement honte, en fait, de ne pas avoir relayé. Et je crois que là, vous avez vu à quel point les gens vous aiment. Je ne sais pas s'il y a une levée de fonds aussi spectaculaire qui a déjà été faite. Il y a vraiment eu un sursaut là de tout le monde. Et là, notre survie est très largement assurée pour tout 2015. Quoi. Donc c'est ça. D'un seul coup, parce que quand c'était jamais arrivé, on a pu avoir vraiment tous les moyens pour tenir toute l'année et continuer à faire ce travail-là. Mais alors, je ne sais pas si on est vraiment des héros quand même, je n'irai pas jusque-là. Par exemple, Edward Snowden, je pense que c'est un héros, parce que là, il s'est mis il a mis en cause sa vie et sa liberté à lui. Donc, ces gens-là, je dirais que c'est des héros. Par contre, des combattants, ça, je le garde quand même, parce que c'est vrai que ça nécessite de se battre. Hein. Les libertés, c'est des sujets qui valent la peine de se battre. Quand je parle de héros du quotidien, parce que pour moi ces deux mots sont vraiment associés, ça veut dire que tu te lèves le matin, tu vas faire un truc et tu vas pas forcément avoir le retour de ce que tu fais. C'est pour ça. En fait, le héros en général, il en prend plein la gueule, et on prend plus, je pense, plein la gueule à faire quelque chose au quotidien avec obstination, même si ça a éventuellement aucune chance de réussir. Et c'est quand même, vous partez, vous avez en face de vous des gens qui soutiennent la motion contraire de la vôtre, qui ont un pouvoir extraordinaire, qui ont même tous les pouvoirs. Et ça, au quotidien, il faut le faire. Tu te lèves, tu fais ton café ou autre, et puis ok, j'y vais, et je continue à y croire. Et ça, c'est usant, c'est fatigant. Ouais, le militantisme et l'activisme, c'est usant. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, c'est souvent le pot de fer contre pot de terre contre le pot de fer, hein, ça c'est sûr. Après, ce qui est réjouissant, c'est que on peut mobiliser des forces qui sont celles d'Internet et de la multitude des gens qui sont sur Internet. Et c'est quand même aussi extrêmement excitant et réjouissant de voir qu'on peut... le mouvement qu'il y a eu à la fin de l'année pour nous soutenir, c'était hyper enthousiasmant. Et je suis sûr qu'en 2015, il va y avoir des causes pour lesquelles les internautes vont beaucoup se bouger et vont réussir à avoir des victoires. Voilà, aussi. Mais je pense que ça devrait aussi, cette levée de fonds a aussi permis à des gens de se rendre compte aussi à quel point vous êtes important. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils peuvent le penser, mais ah ouais, tout cet argent, c'est quand même un baromètre dans notre société. Ok, c'est que des gens tiennent beaucoup, en fait, à eux. Ok, voilà, c'est ça qui est... Oui, non, je dis pas que tout est triste et qu'effectivement, dans la partie activisme, militantisme, n'empêche que voilà, c'est répétitif chaque jour et qu'il y a des moments sympas, il y a des moments pas sympas et il y a des moments où on est plus fragile et on se sent troller. Il y a des moments où on a l'impression qu'on a des ailes et que tout fonctionne et qu'il y a des petits papillons partout. C'est de débat, c'est pour ça que je parlais de héros du quotidien, c'est-à-dire qu'il faut tenir la ligne et... voilà, c'est pas voilà. Mais donc je voulais dire aussi qu'avoir de l'argent, ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent et puis qu'après c'était easy jusqu'à la fin du monde. En fait, nous on l'a vécu et vous le savez. Quand on demande un coup de main pour renflouer une caisse, ça veut dire que la caisse elle est vide et puis il y a là aussi des gens comme les banques qui sont là à récupérer des miettes, etc. Et le fait de ne pas avoir assez d'argent dans la caisse, ça suppose par exemple qu'on ne change pas les ordis, qu'on ne fait pas un truc ou un autre parce qu'il n'y a pas de thune, mais qu'il doit falloir le faire. Donc c'est la première chose. Quand on touche de l'argent, quand on récupère de l'argent, c'est de combler le vide, rembourser les dettes, aller faire vite ce qu'il fallait absolument faire et qu'on devait sacrifier parce qu'on n'avait pas d'argent. Après, on voit ce qui reste et on continue. Et c'est là où les gens, vous êtes important, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner une fois et après c'est super. On n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans une légende. Il y a vraiment besoin
je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre tous en place, mais il y a vraiment besoin de les aider au quotidien, parce qu'il a dit 2015, et après il y a 2016, après 2015, et puis 2017. Il ne faut pas non plus qu'il se retrouve dans un état de dire ça y est, c'est la fin. Psychologiquement, c'est pas terrible non plus d'arriver à ce niveau-là. Il faut que tous on mette en place des choses pour que voilà, pour déjà, que ça perdure, qu'ils puissent bosser tranquillement. On permet aux gens de faire des dons récurrents aussi. Hein. Voilà. De dire je donne tant par mois, par exemple. Ça c'est une solution. Il y a pas mal de gens qui le font et ça nous donne une visibilité sur ce qu'on peut attendre d'un mois sur l'autre. Ça, c'est important. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'ils vont ? Ils vont sur la Quadrature. Sur le site de la Quadrature, vous verrez, il y a une page sur les soutiens en fait. Ok, voilà. Page soutien sur le site de la Quadrature. Puis mouillez-vous un peu. Quoi. Oui. Après, il y a d'autres moyens de nous soutenir. Hein. Il n'y a pas que l'aspect financier, même si c'est important pour les permanents. Mais les autres façons de nous soutenir, c'est on fonctionne beaucoup par campagne. Ouais. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un moment crucial qui monte, on lance une campagne. Et ces campagnes, c'est des campagnes qui sont en général adressées en direction des politiques pour que les citoyens leur envoient un message. Et alors il y a plusieurs façons de le faire. Donc nous on met en place des analyses avec des arguments que vous pouvez reprendre si vous les partagez pour pouvoir convaincre votre député ou telle personne de voter dans tel ou tel sens. Et vous pouvez leur écrire par mail. Et on a aussi mis en place un outil qui s'appelle le Piphone. Notre symbole à la Quadrature c'est un pi, donc on a appelé ça le Piphone. Donc le Piphone c'est un moyen qui vous permet d'appeler gratuitement un député, un sénateur, un parlementaire européen pour que vous puissiez parler avec ses assistants. Et ça a un poids vraiment très fort. Quand les parlementaires reçoivent 10, 15, 20 appels, ils comprennent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a peut-être un sujet là qui est important. Donc on a constaté que c'était vraiment efficace et ça c'est des formes de soutien dont on a besoin. Et après on a des projets de développement d'outils, on a des projets, si vous avez des designers par exemple pourraient nous aider aussi à faire des graphismes, des choses comme ça peut être vraiment... Ça on a, ça peut faire un appel, il y a du monde. Ça peut nous aider et on fait aussi des rencontres tous les mois, qu'on appelle ça des quadrapéros. On a un local qui est rue Richard Lenoir à Paris. Le prochain, c'est d'ailleurs vendredi prochain. Et ça nous permet de nous retrouver, de faire un point sur les dossiers, de discuter. Donc là aussi, vous pouvez venir, c'est toujours apprécié. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Moi, ce que je voudrais dire de notre part au Geek Ferries, c'est qu'effectivement, on tient des propos particuliers. Il ne faut pas croire qu'on les a fait tout seul dans notre tête. Et la Quadrature, ce que nous, on a trouvé comme outil, a vraiment permis de développer nos arguments à notre façon. Côté entertainment aussi, c'est clair que quand je dis on va tous ceci, cela, évidemment quand je prends la parole en public en faisant un doigt d'honneur et en faisant gueuler les gens devant au Geek Ferries, c'est pas le même phrasé. Il n'empêche que derrière c'est une vraie réflexion et cette réflexion, ce sont des outils que eux ont conçus et que nous on a utilisés. Voilà, et voilà, c'est ça. Et il y a énormément de gens qui puisent, qui étayent leurs arguments grâce aux outils que la Quadrature met en place. En fait, les Geek Ferries, l'esprit des Geek Ferries, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on défend, quoi. C'est-à-dire l'idée qu'Internet permet de démultiplier la liberté de création, la liberté d'expression, que ça permet à des gens qui n'auraient pas pu accéder à la possibilité de s'exprimer, de le faire. Moi je trouve qu'il y avait vraiment une proximité très forte avec ce qu'on défend, quoi. Nous, on pense que Internet est en train de changer le monde. C'est pas juste une figure de style, c'est vrai. Même les économistes le montrent. On ne va pas se laisser confisquer cette nouvelle liberté, cette fraîcheur et tous les moyens que ça donne à l'humanité, y compris au niveau de la recherche. Voilà. Là, par exemple, la recherche médicale qui intéresse tout le monde, Internet est un outil fabuleux.
Imaginez un monde où ça déplaît à un dictateur, il appuie sur le bouton et il n'y a plus moyen que deux chercheurs puissent bosser ensemble, tout simplement parce qu'il y en a un qui a les cheveux verts et l'autre qui a les cheveux rouges et que ça ne plaît pas au type, quoi. On rigole avec la Corée du Nord notamment, mais ça nous fait rire, mais ça peut arriver chez nous aussi. Il faut vraiment dire, Internet appartient à l'humanité. Les nouvelles perspectives qu'elle donne, la nouvelle chance qu'elle donne à l'humanité, c'est pour nous, c'est pas pour un petit nombre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, le parallèle avec la Corée, il est intéressant parce que j'en pourrais en faire un autre. Au moment des révolutions arabes, par exemple, on a vu que ces sociétés-là, elles s'étaient soulevées aussi parce que le gouvernement, ils avaient mis en place des systèmes de surveillance d'Internet. Par exemple, en Tunisie, il y avait vraiment un système de surveillance d'Internet qui était très développé. Pardon, excuse-moi. Et en fait, on se rend compte que ce système de surveillance, les pays démocratiques, entre guillemets, l'ont bâti aussi. Les États-Unis, depuis les révélations d'Edward Snowden, on sait qu'ils ont un système de surveillance d'Internet très développé. Et même en France, depuis 2 ans, on a eu des votes de loi, notamment une loi de programmation militaire en 2013 et récemment une loi antiterroriste, qui ont énormément étendu les possibilités de surveillance, qui nous amène pas si loin de la situation dans laquelle était la Tunisie finalement, quoi. On arrive, c'est là où en fait Internet, c'est vrai que c'est une énorme opportunité, une énorme voilà, mise en capacité des gens, mais c'est aussi porteur de très gros risques sur les libertés. Absolument. Et c'est là, nous, on essaye d'attirer l'attention sur la vigilance qu'on doit avoir en tant que citoyen vis-à-vis des sujets Internet pour pas se faire confisquer cette liberté que ça pourrait nous donner. Voilà, tout à fait. Et c'est pas parce qu'on a un gouvernement à un temps donné qui est un gouvernement responsable, quelle que soit son obédience politique, que la loi qui va voter pour le bien de tous et qui s'étaye effectivement, on le voit en ce moment, ne peut pas se retourner demain contre nous parce qu'il y a un taré qui arrive au pouvoir. On a quand même de gros précédents dans les histoires de tous les pays et qui là, par exemple, je ne sais plus quand est-ce que c'était peut-être l'année dernière, non peut-être l'année d'avant, où à Paris, les femmes ne devaient pas porter de pantalon. Oui, c'est une vieille loi. Voilà, c'est une loi qui existait. Qui est toujours en vigueur. Ouais. Elle est en vigueur encore. Ouais, Là, tu prends un vigueur, dictateur, il le fait. Ça ne gêne pas, c'est un outil, la loi lui donne et il le fait. Donc on ne peut pas, sous prétexte que ça nous protège, entre guillemets, et accepter certaines choses. C'est pas possible. Et aux gens qui disent oui, mais bon, ça nous protège, on n'a pas à s'en occuper. Non. On peut tout à fait se débrouiller tout seul. La preuve, une communauté sur Internet est tout à fait capable d'évacuer un troll. Un troll d'un forum, quand tout le monde décide de le virer, il dégage et puis c'est tout. Et donc la démocratie, c'est ça, c'est le pouvoir des gens et surtout que les systèmes étatiques croient en la capacité aux gens à être réactifs. On l'a vu ces jours derniers. Je n'ai pas forcément envie de plus en parler parce que la shitstorm que ça a fait, c'est bon. Mais on a bien vu quand les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Donc on sait se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin qu'on nous tienne la petite cuillère pour la mettre dans la bouche. Oui, c'est clair. Alors c'est sûr que là, cette année, on va rentrer quand même dans une zone de haute turbulence. Parce que on avait avant même qu'il y ait eu toute l'affaire Charlie Hebdo, les attentats, on avait déjà eu 2 votes successifs de loi qui ont vraiment durci la réglementation d'Internet. Donc en 2013, donc avec la loi de programmation militaire, le gouvernement français s'est donné la possibilité de faire des interceptions de télécommunications sur Internet vraiment très larges. Donc en gros de faire de la surveillance massive. Donc ça déjà c'était quand même un stade qu'on a beaucoup dénoncé mais qui est passé. Et avec la loi de programmation militaire, la loi anti-terroriste l'année dernière, ils se sont donné la possibilité de bloquer des sites internet sans passer par le juge. Donc il y a déjà un arsenal de mesures qui sont assez inquiétantes. Et donc là, on sent que dans les prochaines semaines, il va y avoir de nouvelles mesures qui vont être prises. Et comme elles vont être prises dans l'émotion et en réaction à des événements, ça
pourrait donner des choses vraiment inquiétantes. Voilà. Donc ça, on ne sait pas encore très bien de Déjà ce que ça quelques peut trucs qui donner. sont un peu inquiétants. Après, on a l'impression que les mecs ils disent ok, il y a des gens dont on veut se débarrasser. Là, on est en odeur de sainteté. Vite, Oui, vite, voilà, vite, ouais. on utilise Ils les vont outils. utiliser le créneau voilà, où tout le monde est à la fois dans la peur et dans la réaction, quoi, pour essayer de faire passer ce qu'ils ont dans les tiroirs en fait depuis longtemps. Et, voilà. Mais il faut rester vigilant et ça va être très difficile de faire entendre le point de vue de la défense des libertés, de la liberté d'expression, de l'importance de ne pas contourner les juges, de ne pas laisser que ce soit la police ou le ministère de l'Intérieur avoir vraiment les mains libres pour faire exactement ce qu'il veut, parce que ça, en fait, une fois que c'est passé, ça peut donner des résultats vraiment graves, quoi. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut, je crois qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit, c'est que les gens qui sont ministères de l'Intérieur ou autres, il ne faut pas diaboliser. C'est des gens qui ont une logique de bien faire. Bon, qu'il y ait quelques cons dedans, ça, de toute façon, c'est dans tous les boulots. Mais il y a une logique pour arriver à ce que les gens soient mieux, à ce que c'est pas des méchants, c'est des gens qui réfléchissent en fonction de leur travail. Leur travail, c'est d'avoir de l'info, de sécuriser, etc., etc. C'est à nous aussi de leur dire, mais ça, c'est peut-être un outil pratique, mais il va pas, au final, la finalité, ça va pas aller dans le sens de ton travail. Tu veux bien travailler et au final, tu vas faire quelque chose de mal, mais ça, tu l'as pas vu et ça, on va expliquer. Puis on va aussi peut-être t'aider à te donner d'autres outils, des formations complémentaires, etc. Au travers de ce que tu vois, de ce que tu lis, de ce qu'on te dit, et voilà, parce que le truc de il y a les méchants et il y a les gentils, ça marche pas. Non, c'est sûr qu'il faut pas du tout tomber dans ce discours-là. Euh, les services de sécurité, les services de renseignement, bon déjà il faut que ça existe, hein, c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait, et il faut que ces services-là aient les moyens de pouvoir agir aussi. Voilà. Mais après il y a des moyens à mettre en œuvre qui sont complètement contraires aux valeurs de base de la démocratie, quoi. Par exemple, nous on est radicalement contre la surveillance massive. C'est-à-dire le fait d'intercepter les communications de toute la population, de les stocker et de les analyser au nom de la sécurité, ça nous paraît un moyen qui est inacceptable. Mais par contre, que les services de renseignement puissent faire des écoutes ciblées sur certaines personnes et puissent intercepter leurs communications, ça c'est possible, c'est nécessaire même, à condition par contre qu'il y ait des garanties, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment un juge qui puisse être dans la boucle pour garantir que les choses se sont bien passées, ou qu'on puisse avoir un recours. Mais ça disparaît en fait. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que on a les outils pour que ça se passe comme ça. Voilà, et les moyens de recours comme ça disparaissent. Il faut savoir par exemple que quand ils ont voté la loi antiterroriste, les parlementaires de gauche et de droite se sont entendus entre eux pour pas soumettre la loi au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que normalement, quand une loi est votée, même quand la loi est votée, les parlementaires peuvent la soumettre au Conseil constitutionnel pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux libertés fondamentales. Et là, ils se sont mis d'accord entre eux pour pas la soumettre. Donc on sait que cette loi, elle était inconstitutionnelle en fait. Et on a de forts soupçons de penser qu'elle l'était. Mais là, on arrive à des moments où, au nom de la sécurité, on sent qu'il y a des verrous qui sont en train de sauter, quoi. Ouais. Et particulièrement sur Internet. Dans la loi antiterroriste, Internet, ça devient une circonstance aggravante. Si on fait quelque chose, notamment par exemple l'apologie au terrorisme, si on le fait dans la vie de tous les jours, ça va coûter 5 ans de prison. Si on le fait sur Internet, ça coûte 7 ans de prison. Internet, et il y a une sorte de diabolisation ou de méfiance vis-à-vis d'Internet qui fait que les libertés elles vont certainement finir par être plus restreintes sur Internet alors que c'était le moyen qui aurait permis de mieux les exercer, quoi. Voilà, moi je préférais qu'on chope les mecs qui disent ce genre de choses et puis qu'on discute avec eux et qu'on comprenne pourquoi ils ont autant de haine. Mine de rien, ça a l'air vachement idéaliste ce que je dis. N'empêche que c'est quelque chose qu'a fait Fred qui est là il y a quelques jours où il y a des gars qui étaient qui avaient des propos dans un café extrêmement haineux vis-à-vis et pro-terroristes. Il est allé les voir, il leur a payé un café
c'est important, le dialogue autour d'un café. Il leur a expliqué. Et quand la conversation s'est finie, et ben les gars, ils étaient plus du tout pro. Ils étaient plus partis sur plein de haine, etc. Et donc le dialogue, c'est quelque chose ça n'a jamais été bon de le fermer. Et certains de ces terroristes, c'est aussi des gens qui ont où certaines personnes ont eu accès pour les convaincre de ça. C'est pas des gens malheureux. Je parle des gens qui sont en France ou dans les pays, en tout cas, dans un pays qui n'est pas celui de là où se passe la guerre, et qui vont dire oui, je vais aller tuer au nom de machin tout ça. Ces terroristes-là, il y a moyen d'aller. Chaque citoyen a moyen. Faut pas baisser les bras. Faut pas fermer sa gueule quand on entend ce genre de choses. Faut pas être passif. Et c'est un des outils. C'est bien plus puissant que d'intercepter les communications. Parce qu'intercepter les communications, les mecs qui savent faire, ils savent. Oui, Enfin, alors nous on sait, le deep web, il a tout ce qu'il c'est vaut. sûr qu'ils savent le faire, mais après, on voit bien aux États-Unis, là, la NSA, bon, ils savent très bien le faire, hein, même. Hein, ils arrivent à intercepter des masses de communication énormes, mais ils n'arrivent pas à les analyser, en fait. Oui, ils n'arrivent pas à C'est trier. tellement massif que finalement, ils n'arrivent pas à en tirer ce qu'ils voudraient en tirer, quoi. En fait, j'ai dit une connerie. En fait, ce que je Ouais. veux dire, c'est que les terroristes savent ne pas se faire repérer et ont tous Oui, les oui, outils. oui, oui. Donc, enfin, voilà. Puis Quoi. on voit là ce qui est paradoxal, c'est que dans les derniers événements, les personnes qui ont agi, visiblement, se sont pas radicalisées sur Internet, quoi. C'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Ça s'est passé autrement, quoi. Il y avait eu des articles sur leur usage d'Internet. Voilà, ils jouaient au poker, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'on va bloquer les sites de poker, quoi, aussi, parce que il y a de très gros risques que Internet soit le bouc émissaire, en fait. Voilà. Voilà, il y a un effet bouc émissaire sur Internet qui va être facile à mettre en place et qui risque de nous coûter très cher s'il n'y a pas un minimum de sursaut aussi de réaction pour défendre ces valeurs-là. Voilà, parce que ces gars, ces terroristes-là, ils sont convaincus de bien faire. Ils sont convaincus, comme par exemple en France, il y a eu des résistants, et donc ces résistants sont des héros. Bah, eux se voient comme ça. Il suffit quand même, en parlant avec ces gens, bon, il y en a, c'est foutu, mais ça va faire pas beaucoup, mais il y a toujours moyen d'entrer en dialogue. En tout cas, de ne pas fermer les portes, et de ne pas fermer les portes à tous ces gens-là, au contraire, de les choper pour parler. Et donc, couper la communication, ça n'a toujours fait que qu'envenimer les choses. Contrôler, ça a toujours fait qu'envenimer les choses. Parce que si nous, tous, on est contrôlés, effectivement, il n'y a que la masse des contrôles qui nous protège. Ou en Chine, il faut presque y mettre une personne derrière chaque Chinois pour contrôler ce qu'ils disent. Et encore, Ouais, puis ça a des tas d'effets pervers, le contrôle massif, parce qu'en fait, dans une société où on sait qu'il y a un contrôle massif, les gens sont poussés à s'auto-censurer, en fait. mais c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on intègre le fait qu'on est surveillé en permanence, et donc on va pas s'exprimer de telle ou telle manière. Voilà. Et on sait Parce qu'il y a qu'on des mots sait qu'il que, faut pas mettre voilà, dans c'est un ça. mail, qu'il Et faut pas mettre. les Chinois, ils ont inventé ils savent qu'ils sont surveillés, qu'il y a des mots qui sont bloqués Ouais. automatiquement. Ils ont développé des astuces de langage, quoi, des nouveaux mots. Ils inventent de nouveaux mots pour que ça passe le filtrage. Donc ils en sont arrivés à changer leur façon de s'exprimer, parce qu'ils se savent surveiller en permanence. Donc nous, on est au début de ça, en fait. On n'est pas au stade de la Chine, parce que là c'est caricatural. En termes de blocage, de filtrage des contenus, ils en sont à un niveau très très élevé. Mais nous, quand même, la différence devient, c'est une différence de degré et pas de nature, quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu rentré dans cette logique-là du contrôle et du filtrage global. De toute façon, je crois que vraiment la communauté geek, c'est bien qu'il y a des mots qu'on ne met pas. On ne met pas terroriste, bombe ou ce genre de choses. Faut pas mettre non plus le nom des présidents des États-Unis. Enfin, il y a quelques trucs comme ça où on sait que si on veut se noyer dans la masse, et juste pour être peinard, pas pour faire des trucs bizarres, il y a des choses qu'on ne met pas dans un mail. Donc déjà, depuis le début du net, il y a déjà la communauté geek sait qu'il y a des choses dont on ne parle pas et des mots qu'on ne prononce pas, comme ça on n'est jamais emmerdé, quoi. Et c'est juste pour être tranquille chez soi, c'est pas pour aller faire des trucs répréhensibles. Ouais. Voilà. Ouais, et puis ce que tu disais tout à l'heure là sur les résistants, c'est intéressant
comme sujet parce qu'en fait, les Allemands, quand ils étaient la puissance occupante, ils disaient que les résistants c'était des terroristes, par exemple. Bah, Et nous, pour nous, c'est des héros. Et alors, ça devient la question, ça devient comment est-ce qu'on caractérise un terroriste, quoi? Comment on le définit? alors, chez moi, c'est une question en fait enfin, personnellement, il se trouve que mon grand-père a été un terroriste. Mon grand-père, il a fait sauter des bombes, il a fait péter des sous-marins, il a tué des gens. Et bah, mon grand-père en Italie, c'est un héros. Et voilà. Il y a eu des tas de bouquins sur lui, etc. Donc c'est vrai qu'enfant, la notion de terroriste, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellée sur la notion de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Moi, c'était assez bizarre parce que quand j'étais môme, il y avait des gens qui appelaient en italien. Chez moi, je ne Ouais. comprenais rien d'italien et qui appelaient en italien pour parler de mon grand-père, pour essayer de communiquer avec lui. Qu'est-ce que c'est cette chose bizarre, etc. Et mon grand-père ne voulait pas parler de ce qu'il avait fait parce que rétrospectivement il était fier d'avoir donné à la démocratie à son pays. Il n'empêche que bah, pour lui ça a été difficile de gérer tout ça. Et donc voilà, c'est subjectif, mais c'est l'histoire dont j'ai entendu parler après. Et c'est vraiment une notion. Donc, enfin, moi j'ai entendu personnellement, j'ai entendu témoigner du don de soi qu'on fait pour son pays et de l'urgence qu'il y avait accepté de mourir pour une cause. Donc ces mecs qui sont là tranquilles dans leur canapé à jouer à leur console et je vais dire à se gratter les couilles toute la journée et être au chômage, eux ils sont l'impression des héros quoi. Ils sont là dans leur jeu, ils jouent. Je vais pas caricaturer certains jeux vidéo, mais vous savez tous de quel genre de jeu je parle. Et ils sont là, ouais je suis un héros, ouais je suis un héros, ouais je suis un héros. Si jamais il y a personne qui se met entre eux en disant attends t'as vu là ce côté, t'es pas un héros là. Donc t'arrêtes de dire tes conneries et puis vis ta vie, sois heureux d'être con. Et voilà, maintenant que quelqu'un dans un pays en guerre est un cheminot, c'est un autre débat. Mais notre pays à nous, c'est pour ça que je dis, allez parler, ces mecs, ils sont dans la rue, ils ont des comportements, les mecs, ils vont à l'école aussi. Faut pas juste pas laisser passer les choses, bah ça aide. Ouais. Il y a tout le débat sur les prisons aussi, là, en ce moment. On se rend Oui. compte que voilà, la radicalisation, elle passe énormément par les prisons et c'est peut-être pas Internet qui est responsable de l'autoradicalisation de toutes les personnes qui passent à l'acte, quoi. Il y a tout un gros débat à avoir sur la façon dont on envoie les gens en prison et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils y sont, quoi. Voilà. Par Mais contre, bon, c'est beaucoup plus facile de stigmatiser Internet et de faire une loi vite fait, encore une nouvelle, qui va mettre des mesures qui vont être plus ou moins applicables et qui vont avoir des tas de dommages collatéraux, plutôt que de faire un vrai débat sur la place des prisons et quels moyens on y consacre et comment on fait une réforme du système, quoi. Donc c'est un moment crucial là, je pense. Cette année, ça va être une année cruciale où on va voir si jusqu'où sont prêts à aller les politiques. Et je pense qu'ils peuvent être prêts à aller très loin en fait. Parce qu'on a vu là, les deux dernières lois, c'est quand même un gouvernement de gauche qui les a votées, alors qu'avant c'était quand même plutôt la droite qui portait ce type de loi sur le blocage et tout. Là, ça s'est passé à gauche finalement. Donc on voit que voilà, on n'est pas vraiment protégé par l'alternance, quoi. Et voilà, donc on attend de voir les prochaines mesures. Là, il y a Manuel Valls avait dit qu'il donnait 8 jours au ministre de l'Intérieur Cazeneuve pour lui faire des propositions sur Internet. Donc j'imagine que la semaine prochaine, on va avoir un petit peu les premières mesures qui vont être annoncées. Et on va voir ce que c'est, quoi. je suis pas sûre que ça soit dans de très bon sens et ça serait bien qu'on se bouge un petit peu. Ouais. Il y a besoin, il y aura besoin d'avoir une mobilisation, je pense, sur ces sujets-là. Ouais. Voilà, et c'est bon, bah, tout ça c'est pas drôle, mais on peut se bagarrer avec beaucoup de joyeuseté. L'idée c'est pas de pleurer, l'idée c'est d'être dynamique et sûr de ce qu'on veut. Donc pour ça, on a tendance à dire posez-vous des questions et utilisez les outils que vous donne un certain nombre de gens, dont la quadrature, de manière à comprendre ce qui se passe et en quoi
en quoi il est plus important d'aller dire à un mec t'es un petit con et arrête de dire n'importe quoi, plutôt que de voter des lois liberticides qui serviront que à nous liberticider, nous, et non pas le mec qui a parfaitement appris comment planquer ses communications et faire ses sales coups qu'on lui a laissé faire parce qu'on a été passif vis-à-vis du mec qu'on a croisé au boulot, qu'on a croisé à l'école, etc. Et à qui on a laissé se former cet esprit-là. Voilà, et puis toute la partie ghettoisation, etc. C'est pareil, si les mecs ils sont entre eux, forcément, si tu veux qu'ils fassent d'autres, ils s'auto-émulent, quoi. Il faut dialoguer et d'une part avec les gens, et puis il faut aller se batailler et dire aux politiques qu'on n'est pas Mm. d'accord. Ouais, puis on a une vraie capacité, je pense, à peser dans le débat, quoi. Bah, on l'a montré là, quoi. Il Enfin, faut, ouais, on l'a montré, on l'a montré, voilà, voilà, et les attirer tous les manifestations faux l'ont culs du montré. monde à faire comme, Voilà. à faire comme nous tous, Mais c'était cool. cette mobilisation qu'on voit dans la rue, on peut l'avoir aussi sur Internet. Et quand on l'a sur Internet et que c'est massif, ça pèse sur l'issue. Donc voilà, ce pouvoir, on l'a potentiellement. Il faut s'en emparer, quoi. C'est Voilà. important. Et puis vous imaginez pas qu'il suffit de rien dire et pas être contre, vous n'allez pas être emmerdé. Non, non, parce que du coup, tu vas avoir de la censure dans les JV, tu vas avoir de la Ah oui, oui, censure oui, dans les ça. vidéos. La preuve, bah voilà, les lobbies et YouTube. Bah ouais, c'est bien, on va plus avoir de musique dans les vidéos, à part celle qu'on est Ouais, capable ouais. de composer. Parce que la Et prochaine après, étape, là, visiblement, ce qu'ils ont en vue, c'est d'impliquer de plus en plus les gros opérateurs sur Internet dans la régulation, quoi. C'est-à-dire que des plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, de plus en plus, ils vont avoir une énorme pression pour lutter contre tout contenu, voilà, qui soit tout ce qui appelle à la haine, soit aussi, mais ça ira très vite déborder sur les questions de droit d'auteur aussi. Tout ça finira par se rejoindre. Et donc voilà, faut pas croire que c'est pas des questions qui finiront par nous retomber dessus, quoi. Si ces acteurs-là sont impliqués, forcément toutes les personnes qui créent des contenus seront impactées, quoi. voilà, et ça va être moins drôle déjà. Mm. Moi, justement, à propos de ça, j'aimerais bien que tu nous parles en fait du rôle de Benjamin Bayard, qui a été quand même prépondérant par rapport au FAI. Ah oui, 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 oui. Benjamin Bayard, donc, il a longtemps été président de la fédération des FAI associatifs. Donc en fait, c'est des gens qui pensaient que plutôt que de passer par Orange, voilà, SFR ou autre pour se connecter à Internet, bah, que les citoyens pouvaient monter des fournisseurs d'accès Internet associatifs pour voilà, se connecter à Internet de manière indépendante. Et donc Benjamin Bayard, il est cofondateur de la Quadrature du Net depuis le début. Il fait partie de notre conseil d'administration. Et c'est en France quelqu'un qui insiste beaucoup sur quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment très important, qui s'appelle la neutralité du net. C'est un défenseur de ce principe-là, qui est en gros l'idée que l'Internet doit pas discriminer les contenus selon qui les envoie ou qui les reçoit. C'est en gros, c'est le principe, un des principes fondamentaux du fonctionnement d'Internet, qui fait que quand on envoie une information ou quand on la reçoit, le réseau reste neutre, ne trie pas les informations et permet à chacun d'être un point d'émission ou de réception du web. Et ça, c'est un principe qui en ce moment est qui est remis en question par beaucoup, hein, notamment par certains, les gros fournisseurs d'accès Internet, qui aimeraient bien, par exemple, que YouTube ou Netflix les payent pour que leur service tourne normalement et soit pas ralenti. Et aux États-Unis, on commence à voir ça se mettre en place, quoi. Donc voilà, Benjamin Bayard, il est dans cette, comme il est venu de ce mouvement-là des fournisseurs d'accès associatifs, bah, il rejoint les principes de la quadrature sur préserver en fait l'architecture d'Internet parce que c'est elle qui nous permet d'avoir ces libertés. Et à un moment, il a fait aussi la petite voix. euh, Quand il fallait qu'il y ait un quorum des FAI, il a fait la petite voix en disant moi je suis pas d'accord. Et du coup, c'est pas passé. Oui, oui, C'est oui, ça. oui, Voilà. il a un rôle. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, la pression sur les FAI. Et là, c'est un exemple concret d'un des résultats des gens qui font la quadrature du net. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, mais c'est vachement plus efficace. Voilà.
Donc nous, on va continuer de toute façon par rapport à ça, ouvrir notre gueule. Il y a une dernière partie aussi qui nous concerne très très fortement, c'est la partie droit d'auteur. Oui. Qui est parce que nous tous adorons célébrer tout ce qu'on aime, toutes les histoires qu'on aime. Et cette même logique amène très très rapidement à supprimer tout ce qui peut laisser évoquer et laisser évoquer qu'un ayant droit a été lésé dans l'histoire. Donc par exemple, là, normalement, j'aurais pas le droit de dire Doctor Who. Parce qu'éventuellement, j'aurais pu faire de l'argent là-dessus et qu'éventuellement, quelqu'un aurait été losé. C'est marrant, lésé, je fatigue. Et voilà, imaginez un petit peu notre monde, notre culture geek, sans référence. Alors c'est bien, ça va stimuler la créativité, ça c'est clair, mais sans référence, alors que toute évolution, toute société évolue en puisant sur son terreau et sur, et sur ses références. Imaginez du jour au lendemain, on n'a plus de droit d'évoquer Star Wars en public. On va jusque-là. Alors que nous tous, on fait des petits dessins Star Wars partout, on écrit des histoires. Bref, c'est à nous, ça nous appartient. C'est quelque chose qui est passé au niveau qui a largement dépassé leur créateur. Et là, ça ne nous appartiendrait plus parce que nos émotions dans notre petit cœur, elles appartiendraient à quelqu'un d'autre en fait. Et on n'aurait même pas le droit de les dire. Et ça, c'est pas possible. Ouais, là, on touche là à la contradiction entre un droit d'auteur qui reste extrêmement rigide, hein, c'est-à-dire que dès qu'on va copier une œuvre protégée et la rediffuser, on tombe sous le coup du droit d'auteur. Donc toute une énorme partie des pratiques dans les fandoms et dans la création vidéo, elles sont directement touchées par le droit d'auteur, même quand il n'y a aucun usage commercial, hein, aussi, hein, le droit d'auteur ça s'applique, même quand il n'y a aucun usage Et commercial. même quand l'auteur est d'accord. Et parfois même quand l'auteur est d'accord, parce qu'il a perdu le droit de donner l'autorisation. C'est quand il l'a cédé, par exemple, à un producteur qui va l'exercer à sa place, quoi. Donc ça crée une situation de blocage qui est très forte. Et puis d'un autre côté, sur Internet, on a tellement gagné la possibilité de faire ces créations et de les diffuser que le système est plus du tout à même de contrôler la créativité des gens et l'explosion de production amateur. Et moi, je considère que c'est tout à fait légitime d'aller puiser dans des choses qui existent déjà pour créer à son tour, quoi. C'est-à-dire que tout artiste est toujours inspiré, que ce soit un petit artiste, un grand création artiste. a toujours fonctionné comme ça. Hein. Il y a une époque, c'était les mythes et légendes. Hein. Les gens reprenaient toujours les mêmes histoires et les enrichissaient, reprenaient les mêmes personnages qui existaient et les développaient. Et aujourd'hui, c'est les grandes figures de la culture populaire, qu'on adore. Ça peut être Star Wars, ça va être Le Seigneur des Anneaux, ça va être toutes ces grandes histoires qu'on adore, qu'on a envie de continuer. Et là, je voyais, il y a quelqu'un qui vient de jouer sur Twitter là en venant, quelqu'un qui a réécrit Harry Potter du point de vue d'Hermione. Et donc voilà, c'est pas Harry Potter, c'est Hermione Granger. Elle a réécrit ça. C'est une façon de s'approprier l'histoire, mais du point de vue des règles du droit d'auteur, c'est en contradiction, quoi. Voilà. Donc comment faire pour changer l'équilibre et alors bon, c'est important de mon point de vue, c'est important qu'il reste des droits d'auteur, hein, que les créateurs puissent être rémunérés, qu'il puisse y avoir des exploitations des œuvres, ça c'est important. Mais comment faire en sorte que ce soit conciliable avec de la création amateur, de la création par les fans. Et donc il y a des possibilités d'essayer d'imaginer une recombinaison du droit d'auteur. Ça peut passer par différentes voies, mais il faut voir qu'il y a un énorme lobbying en face. En fait, c'est énormément pollué par la question du piratage, en fait. C'est-à-dire que les grosses majors de la musique, du cinéma ont tellement peur de la question du piratage que toute ouverture du droit d'auteur, ils la combattent par peur que le système leur échappe, quoi. Donc du coup, on se retrouve dans une situation qui est complexe là en ce moment. Oui, par peur que le système leur échappe, ou ce qui est en train de leur échapper surtout, c'est le pognon qui est lié à ça, dans le sens où à partir du moment où on peut même pas dire à l'autre qu'on a aimé un morceau de musique, vite fait les gens, oui ok, ça n'existe pas, c'est tout. Après, donc, je pense qu'à un moment, il y aura un effet inverse. S'il vous plaît, on veut bien vous payer, vous en parliez, parce que là, plus personne n'en parle. Oui, ils peuvent arriver à la contradiction. Ils se tombent dans une certaine forme de contradiction, hein, c'est sûr qu'ils sont. Mais c'est tellement crispé sur ces sujets, on voit que
que l'évolution, voilà, là aussi, ça nécessite de faire connaître ces pratiques, hein, de toutes les pratiques, voilà, de création à partir d'œuvres préexistantes. Là, il faut les faire connaître, les mettre en avant, parce que pour l'instant, ça a encore énormément moins de poids qu'un réalisateur qui va aller dire à la Commission européenne qu'il faut absolument pas toucher aux droits d'auteur, quoi. Comme la voix des créateurs et des fans est difficile à porter. Elle a encore beaucoup moins de poids que la voix des grosses industries culturelles qui. D'autant qu'on commence, on est diabolisé quand on fait quelque chose, donc du coup on commence déjà. J'ai fait quelque chose, j'ai fait un truc mal, excusez-moi, mais quand même je voudrais continuer s'il vous plaît. Puis je l'ai fait par amour aussi. J'ai tué personne et puis c'est pas grave et puis personne n'est mort. Et puis même, je crois, dans mon petit cœur, je pense que j'ai pas fait de délit, même pas un petit, mais j'ai peur quand même. Mais j'ai honte quand même. Donc déjà, si on arrive tous comme ça, on pourrait l'ouvrir, mais on a comme ça une culpabilité qui plane et diaboliser le piratage. J'aurais tendance à dire, mais merde, faut pas déconner, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, ça a toujours été comme ça que l'humanité a fonctionné. Ok, c'est pas la même échelle. Ok, c'est pas la même échelle de piratage, mais c'est quand même pas non plus la même échelle d'audience. C'est-à-dire que tout augmente, y compris l'audience. Il y a un mec qui a super bien réussi en disant « Achetez mon jeu, il est pas cher. Si vous n'avez pas les moyens, piratez-le et parlez-en aux autres. » Ce mec-là, le jeu dont il s'agissait, c'est Minecraft. Minecraft, c'est la plus grosse vente de tous les temps. Malgré que le jeu soit has-been entre guillemets pour plein de gens, ça reste un des jeux les plus joués. C'est absolument extraordinaire et qu'il était en vente à 10 balles avant que alors que les jeux étaient très chers. Et on pouvait le pirater. De fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai piraté, je l'ai testé, je l'ai acheté et je l'ai fait acheter. Je l'ai fait pirater. Et on en a parlé énormément. C'est un peu la même chose que les producteurs de Game of Thrones qui ont fini par remercier quasiment. Hein, ils ont reconnu déjà que le piratage était pour beaucoup dans le succès de la série, parce que ça a permis de la faire connaître au niveau mondial, et ils ont quasiment fini par remercier les gens de l'avoir fait, parce que voilà, ils ont conscience que ça a joué un rôle dans le succès de ce qu'ils ont fait, quoi. On est dans une schizophrénie en fait. Oui, parce qu'en plus, je pense que les économistes qui travaillent sur le sujet aboutissent, je crois, alors pour le coup, là je suis pas du tout experte, je n'ai chopé que des bribes d'infos et je n'ai lu que quelques travaux, mais je pense pouvoir dire qu'ils arrivent tous à la conclusion que c'est bénéfique. Au final, en fait, ça fonctionne. Ce qu'ils ont montré, c'est que les personnes qui téléchargent ou qui ont une consommation entre guillemets illégale d'œuvres ont aussi un niveau élevé de consommation légale. Donc en fait, il n'y a pas de perte pour les industries culturelles au final, parce qu'il y a une consommation, un consentement au paiement qui reste fort. Alors après, c'est pas forcément substituable, c'est-à-dire que peut-être que c'est des gens qui vont aller acheter des concerts, qui vont aller acheter des goodies. Voilà, la consommation culturelle, elle se diversifie aussi. Mais au final, il y a moyen pour les industries culturelles de coexister avec une sphère de partage des œuvres importante. Et c'est ça en fait qu'il faudrait qu'ils arrivent à comprendre pour accepter en fait un changement dans la loi, quoi. Et donc là, ce qu'on arrive là, c'est quand même à la fermeture d'un site comme Pirate Bay. On en pense qu'on en pense de Pirate Bay, c'est pas là qu'est la question. Et même de leur histoire, n'empêche qu'un site a été pénalisé comme si c'était des gros criminels, alors qu'ils sont attaqués sur le partage, ils sont attaqués grosso modo sur le partage d'œuvres. C'est même pas ce qui pourrait s'y passer, c'est même pas l'histoire des mecs, c'est même pas tout ça. C'est oh non, c'est mal, mais faut pas déconner, c'est pas un crime. Là non plus, les gens qui partagent une œuvre, qui partagent un morceau de musique, non, c'est pas des terroristes. Non, il faut savoir raison et mesure garder. Et là, il y a là quelque chose qui se marche un petit peu sur la tête, qui est le même ordre que de dire que le fait de dire que le jeu vidéo crée des addictions.
et avec ce que ça suppose, hein, comme obligation de la part des personnels soignants, hein, genre, voilà, un gamin va à l'infirmerie avec les yeux rouges, il fait un malaise, un truc comme ça. Alors, mon petit, tu fais quoi machin. Oh, vous jouez aux jeux vidéo, mon petit. Et ben donc, est obligé de signaler le fait que cette personne est en risque d'addiction, hein, comme s'il a fait un truc grave. Et là, ça se passe sur la tête. Et en opposition à ça, qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres qui montrent que tout jeu confondu, ça veut dire aussi les petits jeux à la con, qu'on joue sur les téléphones. N'empêche que tout chiffre confondu. La première pratique culturelle. Voilà. Donc t'as un peu l'impression que t'as un vieux monde qui est en train de tout rétrécir, qu'on prend que dalle, et nous on est en train de faire pousser une pause parce que parmi les racines de ce vieux truc, parce que c'est aberrant, c'est surréaliste et on peut pas nous enfermer, on peut pas. Ouais, on a un moment de tournant là dans l'évolution là des pratiques. Mais le vieux monde est quand même coriace, hein. Il est encore coriace, quoi. C'est-à-dire qu'il est débordé, il est très largement dépassé sur plein de points de vue, mais il est coriace parce qu'il a encore la main mise sur les organes du pouvoir, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui a encore vraiment la capacité à agir. Là, pour donner un exemple, là tu parlais tout à l'heure du rapport Lescure. Donc c'est un rapport qui était paru en 2013, qui était rendu par Pierre Lescure sur l'évolution du droit d'auteur, dans lequel il y avait 80 points. Et il y en a un qui vous concernait directement, c'était celui sur tous les réutilisations d'œuvres et donc ce qu'ils appelaient les usages transformatifs, c'est-à-dire le fait de réutiliser un extrait d'une vidéo dans une autre vidéo, le fait de faire des mash-ups, des remixes, des choses comme ça. Ils prévoyaient de faire une exception au droit d'auteur, ou au moins d'élargir l'exception de citation pour que ça puisse devenir légal. Et c'était très positif quand même que le rapport Lescure. Pierre Lescure, c'est quelqu'un qui vient du vieux monde, hein, c'est quelqu'un qui était à Canal+. C'est quand même très positif qu'il y ait ça dans ce rapport-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une loi sur la création en 2015 qui va être poussée par le ministère de la Culture. Et on a eu un aperçu du contenu de la loi, et cette mesure-là, elle n'y est plus dans la loi. Hein. Faut pas se leurrer, elle n'a pas été retenue. Donc du coup, et on sait pourquoi elle n'a pas été retenue, parce que il y a des tas d'organisations d'ayants droit et de sociétés d'auteurs qui sont radicalement opposées à ce que le droit d'auteur bouge sur ces aspects-là. Donc ils ont encore une capacité de blocage qui est très forte. Et en face, nous, on n'a pas encore tout à fait la capacité de mobilisation pour peser dans ce genre de bras de fer, quoi. Donc c'est à nous aussi de nous mobiliser, d'inventer des nouvelles formes d'action, d'essayer de nous organiser, de nous exprimer aussi là-dessus pour faire en sorte que ça change. Voilà. Et donc moi comme ça, je me dis, mais avec une loi comme ça, puisque moi j'ai un fanzine, dont la racine du mot veut dire magazine de fans, je me dis alors je vais être une criminelle dans pas longtemps, et j'ai pas envie. Et puis c'est pas juste, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les communautés de fans, c'est des communautés de cœur, c'est pas des communautés de consommateurs. C'est pas une communauté de commerciaux qui sont là. J'ai le droit d'aimer ce que je veux, j'ai le droit de le dire. Puis les crimes, c'est fait pour sanctionner quelqu'un qui cause un préjudice à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Mais est-ce que faire un fanzine, ça cause vraiment un préjudice à ceux auxquels vous rendez hommage, quoi? D'une certaine manière, vu les propos que je tiens, il se fait effectivement que ça crée des dommages, puisque du coup, j'ai pu faire entendre ma voix, et plus que d'autres, pour aller dans le sens je suis responsable de mes propos, et je les partage avec vous, et de façon raisonnée, n'empêche que voilà, ça m'a donné ce pouvoir-là. Donc il y a une logique, effectivement, qui serait une logique des pays qui ne sont pas les nôtres. Je vais et du coup limite je dirais qu'en Suède actuellement ils ont un problème, ils ont des prisons vides, donc ils les ferment, parce qu'ils ont d'autres choix. Donc ça c'est une autre construction, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Je veux juste dire que on n'est pas dans une logique inexorable où on peut rien faire. Il n'existe pas d'autres modèles. Il y en a d'autres. Et notamment au niveau économique, l'Islande, quand ça a été la merde intégrale, ils ont dit non, mais on va faire autrement. Et ça marche.
Et ça marche, donc faut pas croire il y a des gens qui savent mieux que nous et qu'il y a une voie à suivre et puis le reste, voilà, non, chaque citoyen peut agir et une société ne peut fonctionner qu'avec ses membres. Elle ne fonctionne pas parce qu'il y en a un qui décide que, ou il y en a 3, 4, ou il y en a 5, 6. Voilà. Je vais rappeler aussi que, par exemple, tous les gens qui gueulent après cette société commerciale, il suffirait d'une journée où les gens aillent pas faire leurs courses pour que ça soit la merde intégrale. Mais c'est pas un effet de style, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les gens subissent ça, râlent tout le temps, en souffrent, etc., et sont pas foutus de se mobiliser une journée pour aller expliquer que les humains ont le pouvoir sur leur vie et qu'on va pas leur dicter. Vous tous, vous l'avez exprimé la semaine dernière. Je pense qu'il y a il y a des tas de sujets où il suffirait de gueuler 2, 3 fois et les choses se recadreraient autrement. Ouais, c'est souvent l'indifférence, quoi. C'est ça qui est le pire, en fait. Hein. C'est le fait La peur, de pas de la peur, l'indifférence et le fait de croire qu'on n'a pas de prise sur le système, quoi. Alors que on en a une, c'est sûr, quoi. Tout à l'heure, on va recevoir les gens de Hacking Social. Qui font donc, il y a donc un blog qui est absolument passionnant et des vidéos et dans ces vidéos, ils démontrent certaines choses qui nous semblent indispensables, où on semble parti sur des rails dont on peut pas sortir et en fait, au final, on se rend compte à la fin de la vidéo, on se dit ah mais ouais, alors mais je pourrais choisir autrement. Parce que j'ai les clés. Donc notamment leur dernière vidéo qui s'appelle Le Grand Méchant Monde prouve à quel point vivent dans la peur parce qu'il y a eu 3 morts à l'autre bout de la planète, c'est une manipulation et on peut vivre autrement. C'est tellement pratique de faire vivre les gens dans la culpabilité de ne pas avoir pleuré de gamins qui sont morts de faim à l'autre bout de la planète alors qu'on sait parfaitement qu'on ne peut rien faire d'un moment à l'autre. Cette culpabilité-là tient les gens dans un étau alors que pour pas que c'est ce qui s'est passé à l'autre bout de la planète ait lieu, il suffit d'agir en amont et tous les jours. Ça marche. Voilà, ce sont des grandes idées politiques. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu. Bah merci pour l'invitation, voilà. l'occasion de parler de la quadrature. J'espère qu'on pourra faire plein de choses ouais. ensemble. En tout cas, au Geek Ferries, on va largement à l'IRL vous laisser de l'espace, de la place pour parler avec les gens. Bah merci. Et voilà, mais ceci dit, c'est nous qui vous remercions d'avoir fait ce travail-là dans lequel on puise énormément pour vous dire ce qu'on vous dit. Voilà, on parle pas en l'air. Vraiment, c'est eux qui nous donnent des outils. Voilà. Merci.